Bonjour à toutes et à tous, je m'appelle Germano Veracruz, je suis professeur de psychologie dans une université française. Alors, je suis de retour aujourd'hui pour le deuxième numéro de ma série de vulgarisation scientifique. Je vous rappelle le principe de cette série, c'est que je prends un sujet en sciences humaines et sociales, j'essaye de l'expliquer de façon qu'il soit accessible au plus grand nombre de personnes. Alors, j'ai aussi essayé de jeter un regard scientifique sur le sujet, d'essayer d'expliquer qu'est-ce que la science dit à propos du sujet en question. Alors aujourd'hui, la thématique d'aujourd'hui sera l'influence de la pornographie. Alors vous avez sans doute déjà entendu dire que la pornographie influence le comportement des gens de nos jours. On peut aussi dire d'une certaine façon que la pornographie est devenue l'école d'éducation sexuelle de nos adolescents, par exemple. Et donc, je vais essayer de jeter un regard scientifique sur cette question-là pour voir un petit peu qu'est-ce que la science a dit à ce sujet-là. Alors, je vous rappelle que la thématique du premier numéro de cette série a été l'amour. Donc, si vous n'avez pas regardé la vidéo que j'ai faite sur l'amour dans le cadre de cette série, vous pouvez aller jeter un coup d'œil. Et je vous dis aussi que j'ai fait une présentation ici. J'utilise donc un diaporama et j'ai mis dans le descriptif de la vidéo le lien pour que vous puissiez aller télécharger le diaporama. Si par exemple vous n'avez pas le temps d'écouter ou de regarder toute la vidéo, vous pouvez directement aller dans le descriptif de la vidéo et pour suivre le lien et ensuite télécharger le diaporama de la présentation. Alors, je vous rappelle aussi que cette série s'appelle 10 milliards de poussières. C'est écrit ici sur mon t-shirt, 10 milliards de poussières. Alors, pourquoi 10 milliards de poussières? Eh bien, parce que les projections démographiques indiquent que d'ici à 2050-2060, la population mondiale va atteindre les 10 milliards de personnes. Ensuite, ça va commencer à décliner en quelque sorte. Et donc, sur la Terre, on peut dire d'une certaine façon que le maximum de population qu'il va y avoir, c'est à peu près 10 milliards d'habitants. Poussière, pourquoi? Eh bien, poussière parce que, comme le disent les scientifiques, qu'à l'origine de la vie sur Terre, il y a les poussières des étoiles. C'est un peu les poussières des étoiles qui sont arrivées sur la Terre et qui, en quelque sorte, sont à l'origine de la vie sur Terre. Eh bien, comme cette série, c'est une série en sciences humaines, donc ça parle de l'homme, son comportement, ses émotions, la vie, etc., dans le sens large. Et donc, j'ai décidé de l'appeler 10 milliards de poussières en quelque sorte. Eh bien, je vais maintenant partager mon écran pour pouvoir commencer ma présentation. Alors, voici donc le diaporama. Donc, aujourd'hui, je vais vous parler de la normalisation des pratiques sexuelles sadomasochistes inspirées de la pornographie. Et donc, il s'agit d'une étude que j'ai réalisée moi-même auprès des jeunes mozambicains, brésiliens et canadiens sur cette question-là. Et ensuite, on va aussi voir à la fin la problématique de consentement que ça pose et les conséquences. Et aussi, je dois dire qu'il s'agit aussi d'une présentation que j'ai faite dans un colloque international à Tours l'année dernière, en 2021, et c'était un colloque sur la séduction. Le titre était de la séduction à l'agression, la question du harcèlement. Et donc, j'avais fait cette présentation lors du colloque en question, et donc j'utilise aussi cette même présentation pour ici ma série de vulgarisation scientifique. Et avant de continuer aussi, je dois vous dire que sur ce diaporama que vous voyez ici, là, vous avez un lien qui vous permet d'aller télécharger l'article. Parce que cette présentation-là est donc assez succincte en quelque sorte. Si vous voulez aller voir un petit peu l'article que j'ai écrit suite à l'étude qui est à la base de cette présentation, vous pouvez aller télécharger
l'article en question qui est en français. Il y a une version anglaise, mais ici, j'ai fait exprès de mettre une version française de l'article. Alors, il s'agit donc d'une recherche que j'ai entamée, donc, comme je le disais, en Mozambique, ici. Donc, il s'agit d'une recherche que j'ai entamée au Mozambique, ici, là, tout au sud de l'Afrique. C'est un de mes pays d'origine. Et donc, j'ai fait la même recherche donc, au Canada, ici à Montréal, et la même recherche a été réalisée aussi dans le deuxième mon pays d'origine, en quelque sorte, au Brésil, ici à Brasilia. L'origine de l'étude, la génération consciente. Alors, l'étude a commencé au Mozambique, comme je disais, et au Mozambique, il y a dans les lycées mozambicains des organisations qu'on appelle la génération consciente. La génération consciente est le surnom des associations des collégiens et des lycéens mozambicains engagés dans la prévention des risques sanitaires. En 2009, quand j'étais enseignant-chercheur au Mozambique, des coordonnateurs de ces associations m'ont contacté. Ils m'ont exposé leur inquiétude au sujet de la normalisation des pratiques sadomasochistes inspirées de la pornographie. Selon eux, ces pratiques étaient à l'origine de certaines formes de violence pendant l'acte sexuel rapportées par les membres de leurs associations. Ils ont exprimé le souhait que je conduise une recherche sur le sujet et que je dessine un programme de prévention, un programme éducatif. C'est ainsi que l'étude a commencé d'abord au Mozambique, puis au Canada et au Brésil dans le cadre des partenariats internationaux de recherche. Alors, définition des concepts. On va commencer par définir les concepts qu'on va utiliser tout au long de cette présentation. Pornographie, pratique sexuelle sadomasochiste, qu'est-ce que ça veut dire? La définition de la pornographie la plus employée par les chercheurs est la suivante. Il s'agit d'un matériel sexuellement explicite destiné à susciter de l'excitation. Dans le cadre de ce travail, nous définissons la pornographie comme un contenu, image ou vidéo sexuellement explicite montrant des actes sexuels, généralement, pas toujours, réalisés dans un but commercial. Par pratique sexuellement sadomasochistes, nous entendons des actes sexuels qui incluent l'infliction d'une certaine violence physique ou psychologique, réelle ou imaginaire. Plus précisément, durant les relations sexuelles, un des partenaires qui joue le rôle de dominateur inflige des actes de violence à l'autre partenaire qui accepte ou qui est obligé d'être ou de jouer le rôle de dominer. Alors, je vais ici simplifier en utilisant la sigle PSSIP pour dire pratique sexuelle sadomasochiste inspirée de la pornographie, ou alors je vais simplement dire violence pendant l'acte sexuel. Ce sera la même chose. Les vidéos, le niveau d'exposition. Alors, le contenu des vidéos et le niveau d'exposition. Au cours des 15 dernières années, le développement rapide des nouvelles technologies de la communication et de l'interaction sociale, les sites web, les tablettes, les smartphones, ont rendu la pornographie accessible à tous, partout, tout le temps. Les enquêtes sur le sujet indiquent que de plus en plus de personnes regardent les vidéos pornographiques fréquemment et à un âge de plus en plus précoce. Certaines études sur des populations représentatives dans certains pays indiquent qu'entre 70 à 85% de la population adolescente et adulte a déjà regardé des films pornographiques au cours de leur vie. Parallèlement, les contenus de vidéos pornographiques librement accessibles sont de plus en plus violents. Alors, les effets de l'exposition aux vidéos pornographiques. Les effets peuvent être négatifs et ces effets peuvent être positifs. Les études sur les effets de l'exposition fréquente aux vidéos pornographiques suggèrent que celles-ci influencent les attitudes, les comportements et les pratiques sexuelles des individus concernés à la fois de manière positive et de manière négative. On va commencer par décrire les effets négatifs. Les effets négatifs les plus fréquemment rapportés dans la littérature scientifique sont, par exemple,
l'objectivation du sexe opposé, notamment les hommes qui objectivent les femmes, c'est-à-dire considérer quelqu'un comme un objet en quelque sorte, avoir des attentes sexuelles irréalistes à l'origine de certains problèmes relationnels ou des violences sexuelles, c'est-à-dire qu'on espère que l'autre fasse quelque chose et que parfois c'est irréaliste, parce que comme c'est inspiré de la pornographie, la pornographie qui est une sexualité théâtralisée à des buts commerciaux en quelque sorte, parfois dans le cadre des relations normales peuvent être créer des attentes irréalistes. La perte d'intérêt pour le sexe, les additions, ce qu'on appelle les additions à la cybersexualité, l'insatisfaction sexuelle, notamment chez les hommes masculins, parce que les hommes, c'est très commun chez les hommes qui regardent beaucoup de films pornographiques, souvent la sexualité avec une femme, avec un individu réel, par exemple, devient insatisfaisante en quelque sorte. Le dysfonctionnement sexuel chez les hommes, aussi bien chez les hommes que les femmes. Les effets positifs qui sont rapportés par la littérature scientifique peuvent être la pornographie rend les individus concernés moins inhibés à l'égard de la sexualité et plus tolérants à l'égard de la sexualité des autres, notamment à l'égard de la sexualité de ce qu'on appelle les minorités sexuelles, par exemple, les sexualités qu'on considérait autrefois comme étant des pratiques déviantes. Offrir du plaisir sexuel à des individus qui ne peuvent ou ne veulent avoir des partenaires sexuels, maintenir un intérêt sexuel ou être plus attentif au plaisir sexuel du partenaire, surtout dans le cadre de relations à long terme, faciliter la discussion sur la sexualité au sein d'un couple. Alors, les mécanismes d'adoption et de la normalisation des actes de violence pendant l'acte sexuel ou des actes sadomasochistes. Les modèles théoriques de l'adoption et de la normalisation de la violence pendant l'acte sexuel, pour expliquer théoriquement comment la pornographie influence le comportement sexuel des consommateurs, certains auteurs ont évoqué 4 mécanismes. L'addiction, c'est-à-dire la tolérance, la dépendance psychologique et physiologique à la pornographie qui véhicule des actes sadomasochistes. L'apprentissage social. Alors, la théorie d'apprentissage social, c'est lorsque nous apprenons au contact des autres et ces mécanismes d'apprentissage sont basés sur le conditionnement, sur le renforcement ou le modeling. Alors, le renforcement, c'est quand nous adoptons un comportement et qui ensuite, ça donne des conséquences qui peuvent être des conséquences positives ou négatives qui se déclenchent et qui renforcent, nous poussent à répéter le même comportement en quelque sorte. Le modeling, c'est quand, par exemple, il y a des personnes dans une société qui ont un rôle proéminent parce qu'ils sont admirés pour leurs congénères et qui, donc, ces personnes-là pratiquent un certain comportement, au fond, certaines choses, et que les gens modèlent leur comportement sur ces personnes-là. On sait, par exemple, que les gens qui sont connus, qui sont célèbres, soit parce qu'ils sont sportifs, soit parce qu'ils sont dans le domaine de la musique, etc., ou maintenant avec les influenceurs, hein, les gens modèlent le comportement sur ces personnes-là, s'inspirent de ces personnes-là pour en quelque sorte modeler leur comportement. Donc c'est ça le modeling. Hein, il est souvent utilisé dans la publicité aussi parce que ça permet en quelque sorte de faire d'inciter les autres personnes à se comporter comme les autres qui s'habillent d'une certaine façon, qui mangent certains produits, etc. L'influence sociale, c'est le prosélytisme, le conformisme et la normalisation. Je ne vais pas expliquer ici en détail, mais le prosélytisme, c'est quand de façon récurrente, on appelle les gens à adopter un certain comportement, en quelque sorte, que les gens modèlent leur comportement sur soi-même. Le conformisme, c'est qu'on se conforme en quelque chose à ce qu'ils font la majorité. La normalisation, c'est qu'au bout d'un certain temps, un certain nombre de comportements se normalisent. La théorie du transfert learning. Alors, le transfert learning, c'est quand nous apprenons quelque chose dans un contexte déterminé et ensuite, on prend ce qu'on a appris, on essaye de l'appliquer à un autre contexte. C'est par exemple,
Quand les gens regardent des films pornographiques, ils apprennent quelque chose de certaines pratiques, mais ces pratiques-là, normalement, ce sont des pratiques qui sont faites dans un contexte qui est un contexte commercial, de faire simuler, de théâtraliser la sexualité pour pouvoir, en quelque sorte, vendre un produit. On prend ça et on va l'appliquer dans le cadre, un autre contexte qui est celui de ces relations sexuelles, on va dire, quotidiennes ou on va dire normales, entre guillemets. Donc voilà, c'est là la théorie du transfer learning, c'est on prend des éléments qu'on a pris dans des comportements qu'on a pris dans un contexte déterminé, on les transporte dans un autre contexte qui, en quelque sorte, normalement ne devait pas s'adapter ou s'imposer. Concernant l'addiction, les chercheurs ont rapporté l'effet suivant. Une exposition fréquente à la pornographie, surtout si celle-là survient à un âge assez précoce, agit comme une drogue sur le système limbique. Le système limbique, c'est le siège cérébral du plaisir de la récompense. Par conséquent, une exposition fréquente altérerait le fonctionnement physiologique et cognitif des régions cérébrales responsables du déclenchement de la coordination ou de la coordination des réponses aux stimuli sexuels externes. Dans de nombreux cas, cela conduirait à la dépendance associée à un besoin croissant de pornographie, elle-même associée à la nécessité de devoir s'exposer à des stimuli pornographiques de plus en plus extrêmes pour maintenir des niveaux optimaux de plaisir et de satisfaction. Pour le dire autrement, ce qui se passe, c'est qu'au fur et à mesure qu'on regarde des films pornographiques, on a besoin quand on regarde des films pornographiques, au retour, on a un certain plaisir, une certaine excitation. Mais comment la même chose qui se passe avec les drogues, en quelque sorte, c'est que les substances psychoactives, par exemple, c'est que plus on regarde, plus il y a l'effet de l'accoutumance. Et donc, pour que nous puissions maintenir le même niveau d'excitation et de plaisir, on a besoin d'augmenter la dose en quelque sorte. Dans le cas de la pornographie, on a besoin de voir des choses de plus en plus violentes pour maintenir le même niveau de satisfaction. Parce que si on ne fait pas ça, eh bien, à cause de la désensibilisation que ça crée, que l'habitude crée en quelque sorte, ça nous excite de moins en moins en quelque sorte. C'est un des problèmes qui fait que lorsque les hommes qui regardent beaucoup de films pornographiques, quand ils ont devant une vraie femme, en quelque sorte, il n'y a plus le plaisir, puisque cette vraie femme qui est faite de chair, en quelque sorte, qui est la nôtre, en quelque sorte, elle ne peut pas nous apporter cette excitation qui est celle de cette sexualité théâtralisée, parfois qui pousse les pratiques jusqu'à l'extrême. La présente étude, en quoi consistait l'étude que j'ai menée? La problématique d'abord. Dans les études précédentes, les élaborations théoriques ont été proposées pour expliquer comment la pornographie influençait le comportement sexuel des individus. Cependant, à notre connaissance, peu d'études ont essayé d'identifier, analyser, systématiser à partir du discours des participants ou des individus concernés le mécanisme cognitif et psychosociaux associés à la normalisation de ces pratiques sadomasochistes. La compréhension de ces mécanismes est vitale à la réalisation des programmes d'éducation sexuelle et de prévention de la violence sexuelle associée à un usage problématique de la pornographie. C'est important. Le problème n'est pas le fait de regarder la pornographie, c'est pas ça. Le problème, c'est que parfois, elle induit des comportements inadaptés en quelque sorte, ou des comportements d'une certaine violence qui peuvent faire souffrir certains individus. Et nous verrons que si, dans le cas où il y a consentement, il n'y a pas de problème, mais on va voir que le consentement à ce type de pratique est souvent problématique.
Ce n'est pas la problème. Nous ne sommes pas en train de s'inscrire contre la pornographie. Nous sommes en train de s'inscrire, en quelque sorte, dans un cadre d'une étude qui essaie de voir quel est l'usage problématique qui peut être fait de la pornographie, qui peut causer de souffrance, en quelque sorte, chez les gens. C'est ça de quoi il s'agit. Donc, l'objectif de l'étude, la présente étude a eu 4 objectifs. Quantifier la prévalence des pratiques sadomasochistes dans la population cible, un échantillon composé d'individus provenant de Mozambique, du Canada et du Brésil. Alors, le Mozambique, pourquoi? Parce qu'à l'époque, j'ai travaillé au Mozambique, et donc aussi, c'est un de mes pays d'origine. Le Canada, parce qu'ensuite, j'ai passé un certain moment là-bas à travailler au Canada aussi. Le Brésil, parce que c'est aussi on va dire que c'est mon 2e pays d'origine, en quelque sorte. Et j'ai quelques racines là-bas. Et donc, c'est pour ça que j'ai aussi choisi de faire le même étude sur 3 continents différents, en quelque sorte. Relever les conséquences associées à la normalisation de ces pratiques telles qu'elles se présentent aux populations cibles, identifier les mécanismes cognitifs et psychosociaux par lesquels la pornographie influence l'adoption et la normalisation de ces pratiques sadomasochistes parmi les populations cibles, utiliser le résultat de l'étude pour dessiner un projet d'intervention éducative et préventive, notamment dans les écoles auprès des adolescents, dans les collèges et dans les lycées. La méthodologie. Alors, les participants, quelles sont les personnes qui ont participé à l'étude? Les participants, donc, de 16 à 22 ans, ont été recrutés dans les écoles secondaires et aussi dans les associations d'adolescents, de Maputo au Mozambique, et Montréal au Canada, Brasilia au Brésil. Et au total, on avait à peu près 75 individus au Mozambique participants, 37 au Canada et 35 au Brésil. Le matériel de recueil des données, la collecte d'informations a été réalisée à travers des interviews semi-structurées. Plus précisément, un guide d'entretien a été élaboré préalablement aux interviews. Donc, il s'agit de faire des interviews pour recueillir des informations sur ces pratiques. Analyse des données, donc d'abord les calculs de fréquences suivis des tests de comparaison de fréquences ont été effectués pour toutes les données susceptibles de subir ce type d'analyse, c'est-à-dire les données quantitatives en quelque sorte. Ensuite, le corpus textuel de transcription des interviews, ça c'est les données qualitatives, qui ont dit qualitatives, ont été soumis à des analyses thématiques, sémantiques et fréquentielles du discours. Les résultats. Donc, je vais commencer par les résultats quantitatifs d'abord. Donc, la fréquence de visionnage des vidéos pornographiques au cours des 12 mois précédant l'interview. Parmi les participants de sexe masculin, 27% ont déclaré avoir regardé très fréquemment, c'est-à-dire en moyenne 1 fois par jour, des vidéos pornographiques. 62% ont déclaré avoir regardé fréquemment, en moyenne 1 fois par semaine. 21% ont déclaré avoir regardé occasionnellement, en moyenne 1 fois par mois. Parmi les participants du sexe féminin, aucun n'a déclaré avoir regardé très fréquemment, en moyenne 1 fois par jour. 3% ont déclaré avoir regardé fréquemment, en moyenne 1 fois par mois. 18% ont déclaré avoir regardé occasionnellement, en moyenne 1 fois par mois. Donc, vous pouvez voir ici que les hommes largement regardent davantage de films pornographiques que les femmes. Comparaison entre les 3 pays, les analyses de comparaison des fréquences ont révélé des différences significatives hommes-femmes. Donc, les participants de sexe masculin regardent des vidéos pornographiques beaucoup plus que les participants de sexe féminin. Les femmes, les mêmes analyses ont montré des différences entre les pays. Les adolescents et les jeunes adultes masculins mozambicains et brésiliens regardent des vidéos pornographiques plus fréquemment que leurs congénères canadiens. La prévalence des pratiques sadomasochistes inspirées par la pornographie au cours de 12 mois précédant l'interview.
Alors, les pratiques sadomasochistes incluant l'infliction de violences physiques aux partenaires. Parmi les participants masculins, 78 ont pratiqué occasionnellement, en moyenne dans une relation sexuelle sur 5. 9% ont déclaré pratiquer régulièrement, en moyenne dans une relation sexuelle sur 2. Parmi les participants de sexe féminin, 13% ont pratiqué occasionnellement et 2% ont pratiqué régulièrement. Là encore, on voit que largement les hommes pratiquent davantage, ou du moins ont déclaré pratiquer davantage les pratiques sadomasochistes inspirées de la pornographie. Les pratiques sadomasochistes inspirées de la pornographie incluent l'infliction de violences psychologiques aux partenaires. C'est quoi les violences psychologiques? Ce sont les insultes, les insultes par exemple, le dénigrement, etc., etc. Alors que si je recule un petit peu là, les violences physiques dont on parle ici, c'est le fait par exemple, de frapper l'autre, par exemple, de la pénétration brutale, que ce soit sexe oral ou sexe vaginal, sexe anal, brutalement, par exemple. En tout cas, s'il s'agit de violences physiques, ou attacher l'autre, secouer l'autre, etc., etc., il s'agit de violences physiques, tandis que dans le cas de la violence psychologique, c'est plutôt le chantage, le dénigrement, les insultes, etc., etc. Donc, parmi les participants de sexe masculin, 89 ont pratiqué occasionnellement, 15% ont pratiqué régulièrement. Et parmi les participants féminins, 17% ont pratiqué occasionnellement, 7% ont pratiqué régulièrement. Les pratiques inspirées de la sadomasochistes inspirées de la pornographie, incluant la violence psychosociale. Alors, qu'est-ce que nous avons défini comme étant la violence psychosociale? C'est par exemple ce qu'on appelle le revenge porn, c'est-à-dire par exemple les gens qui se filment en train d'avoir un acte sexuel, par exemple, et qui ensuite mettent ça sur l'Internet, en quelque sorte pour un petit peu, soit se vanter, soit dénigrer le partenaire, ou prendre des photos des partenaires dans des poses où la personne est presque nue, ou dans des poses un petit peu ridicules, ensuite partage ça avec les amis pour dénigrer, un petit peu humilier la personne. Il s'agit d'une humiliation sociale, en quelque sorte, qu'on fait de partenaires, par exemple. C'est ça que nous avons défini comme étant la violence psychosociale. Parmi les participants masculins, 11% ont pratiqué occasionnellement, 3% ont pratiqué régulièrement. Parmi les participants féminins, 4% ont pratiqué occasionnellement, aucune personne n'a déclaré avoir pratiqué régulièrement. Donc, si on vient un petit peu en arrière, on voit on peut voir donc que les pratiques, il y a une assez forte, notamment chez les hommes, parmi les participants. L'échantillon n'est pas représentatif. Donc, l'échantillon, il ne s'agit pas d'un échantillon représentatif d'une population. Donc, il se peut qu'ici, les chiffres soient inférieurs ou inférieurs à ce qui est la moyenne nationale. Donc, il ne s'agissait pas de faire, il s'agissait de comprendre un phénomène, mais pas de faire une étude représentative. Toujours est-il que sur cet échantillon-là, il y a chez les hommes, les pratiques physiques, des violences physiques sont notamment assez répandues. Et surtout, encore plus répandues que les pratiques des violences physiques, ce sont les pratiques des violences psychologiques, et les pratiques de violences psychosociales sont moins présentes, sont moins prévalentes, si on compare les deux formes de violence. Ensuite, les conséquences de la normalisation des pratiques sadomasochistes inspirées de la pornographie. Parmi les participants masculins, 48% ont déclaré avoir eu du bien-être résultant de la domination du partenaire, de la soumission de celui-ci. 18% ont parlé d'addiction.
16% ont rapporté de la culpabilité pour avoir fait souffrir son partenaire. 13% ont dit avoir déjà eu de la honte ou du dégoût de soi pour aimer ce type de pratique. Et 3% ont déclaré des souffrances physiques ou psychologiques pour avoir été objet de violence ou d'humiliation de la part des partenaires. Parmi les participantes féminines, 62% ont parlé de manque de confiance en soi ou une faible autoestime résultant des humiliations subies dans ce cadre de ces pratiques. 59% des souffrances physiques ou psychologiques résultant de violences ou des humiliations infligées par le partenaire. 25% traumatisme physiologique ou psychologique qui ont affecté durablement leur vie sexuelle ou sociale par la suite. 11% se sentir valorisé en tant que femme par son partenaire dominateur ou avoir plus de plaisir du fait d'être dominé. 9% une image de soi valorisante pour avoir dominé son partenaire. Les 7% les sentiments de culpabilité et de honte pour aimer les deux types de pratiques. Si on compare les hommes et les femmes, on voit que ces pratiques-là, sadomasochistes, font du bien, entre guillemets, aux hommes, ils font du mal aux femmes. Si on regarde les pourcentages, c'est ça. Parce que les pratiques sont davantage ressenties positivement, avec des conséquences positives pour les hommes, et des conséquences souvent très négatives, voire très négatives pour les femmes. Comparaison de comment hommes-femmes entre pays, les femmes sont beaucoup plus fréquemment et plus intensement affectées par les conséquences négatives de ces pratiques. Les femmes subissent et souffrent beaucoup plus de violences sexuelles, physiques, psychologiques ou sociales que les hommes. L'addiction à la pornographie chez les hommes est significativement plus présente chez les participants mozambicains, brésiliens que chez les participants canadiens. Alors, qu'est-ce qui explique ces différences-là? Alors, on ne sait pas exactement, parce que notre étude n'est pas allée aussi loin, mais on peut faire l'hypothèse que l'un des problèmes au Mozambique et au Brésil, c'est qu'il y a moins d'informations réalistes ou réelles sur la pornographie. Donc, il y a beaucoup de désinformation sur la pornographie. Par exemple, il y a beaucoup de jeunes gens qui pensent que ce que les acteurs et les actrices font dans les films pornographiques, c'est réel, quand ils manifestent du plaisir, que c'est vraiment du plaisir, etc., etc. Et donc, ils ont pas cette conscience, certains d'entre eux, voire même la plupart d'entre eux, qu'il s'agit d'une sexualité théâtralisée, en quelque sorte. Dans les pays développés comme les nôtres, et c'est le cas du Canada, au moins les adolescents ont cette information, qu'ils ont quand même cette minimum idée qu'il s'agit quand même d'un petit peu de théâtralisation, en quelque sorte. Et donc ça fait que il y a aussi les mécanismes de contrôle. Dans les pays développés, les parents souvent commencent, quand ils voient qu'au début de l'adolescence, commencent à mettre sur le procédure, ce qu'on appelle dans les téléphones le contrôle parental, des applications pour le contrôle parental, pour faire en sorte que les adolescents, surtout quand ils sont encore vraiment au début de l'adolescence, ne puissent pas accéder à des sites ou à des films, à des choses un petit peu, disons, qui ne souhaitent pas, que les parents ne souhaitent pas, alors que dans des pays comme ça, ça n'existe pas. Ça n'existe pas de mécanismes comme ça, ou soit parce que les parents eux-mêmes ne maîtrisent pas ces technologies, c'est des technologies récentes, donc c'est plus les adolescents qui connaissent davantage ces technologies que les parents. Et donc c'est ça qui explique peut-être ces différences. Les participants du sexe féminin rapportent significativement plus de souffrances physiques au Mozambique et au Brésil qu'au Canada. Les participants du sexe féminin rapportent significativement plus de souffrances psychologiques et sociales au Canada qu'au Mozambique et au Brésil. Alors là, c'est curieux parce que ça paraît une contradiction. Les adolescentes féminines mozambicaines rapportent subir plus de souffrances physiques alors qu'ils rapportent comparativement, moins de souffrances psychologiques. Alors que c'est inverse avec les Canadiennes qui rapportent moins de souffrances physiques et plus de souffrances psychologiques. Qu'est-ce qui peut expliquer là? Ça encore, on peut faire l'hypothèse. Là encore, notre étude n'est pas allée jusqu'à se poser cette question-là, mais on peut faire l'hypothèse que l'un des problèmes
au Brésil et au Mozambique, c'est que la violence, notamment la violence contre les femmes, est davantage beaucoup plus présente, ce qui fait que peut-être ça peut créer un effet de résilience en quelque sorte, d'habitude, de résilience dans le sens d'habituer, les femmes sont davantage habituées peut-être à la violence physique, ce qui fait que ça se traduit moins en détresse, malheureusement, par ailleurs, on peut le dire, en détresse psychologique. Alors que ça peut être, je ne sais pas si c'est exactement ça, c'est une hypothèse. Quand on fait des recherches, on fait une recherche, on trouve certains éléments, et puis ces recherches-là, parfois, les résultats de la recherche nous permettent de faire des hypothèses pour ensuite partir vers de nouvelles recherches. C'est comme ça que le processus fonctionne, si on doit le dire dans des termes simples. Alors maintenant, les mécanismes cognitifs et psychosociaux par lesquels les pratiques sadomasochistes inspirées de la pornographie sont adoptées et normalisées. Alors ici, je vais seulement les énumérer, je ne vais pas les décrire parce que sinon ça prendrait beaucoup de temps. En revanche, si vous voulez les détails, vous pouvez, à partir de cette diapo, au début, comme je vous ai montré, il y a le lien pour aller télécharger l'article. Dans l'article, il y a plus de détails. C'est bien expliqué. Ici, je ne vais pas détailler parce que ce serait long. Il y a l'apprentissage social. Donc ça, ce sont les facteurs qui influencent l'adoption de ce type de comportement et la normalisation de ce type de comportement dans la société. L'apprentissage social, c'est-à-dire l'imitation, le modeling dont j'ai parlé, le renforcement, j'ai parlé de ça aussi, le transfert learning, l'addition, le développement du script sexuel, c'est-à-dire qu'à force de regarder des films pornographiques, ça devient ce qu'on appelle des scripts sexuels, ce sont les fantaisies que les individus, certains individus ont très souvent et que ça crée des préférences, des circuits, des préférences en quelque sorte en termes de pratiques. C'est ça qu'on appelle des scripts sexuels en quelque sorte, ce sont les fantasies que les gens ont en quelque sorte. Donc ça crée ça, c'est-à-dire que ça crée les additions, les fantasies, l'addition, ces fantasies, ces scripts contribuent dans l'adoption et la normalisation de ces pratiques. L'obsession de la performance, le fantasme de domination, beaucoup de jeunes gens et des hommes en général, surtout, ont cette obsession de la performance sexuelle, souvent basée sur des mythes sur la sexualité féminine qui parfois ne correspondent pas à la vérité, hein? Des mythes qui sont des mythes de domination, de virilité ou des choses comme ça. Petit à petit, les sociétés, notamment avec l'émancipation des femmes, les mouvements féministes, les MeToo, commencent à évoluer là-dessus, mais c'est vrai que ça contribue parfois, dans ces cas-là, pour ces types de gens qui se mettent à faire ces pratiques parce que ça fait viril, parce qu'on pense que c'est ce qu'on doit demander d'un homme, etc. C'est ce qui fait qu'un homme soit un homme, etc., etc. Une certaine incompréhension du désir sexuel des femmes. Donc, il y a des gens je trouve parmi les participants qui pensent que les femmes aiment effectivement être violentées, subir des violences. Là encore, ça fait partie de ces mythes qu'on appelle souvent le mythe du viol, le mythe etc., etc. Ces mythes qui commencent petit à petit à disparaître au fur et à mesure qu'on commence à comprendre davantage ces phénomènes-là sous l'impulsion des mouvements féministes, mais ça existe encore, et notamment, j'ai trouvé encore chez les participants des références à ce genre de mythes. Ensuite, il y a des filtres cognitifs. Là encore, je ne vais pas expliquer exactement, mais dans l'article, vous allez trouver davantage d'explications. Ce qu'on appelle les filtres cognitifs, ce sont un peu des biais cognitifs que les êtres humains ont en général et qui font que parfois ils perçoivent l'information, ils traitent l'information de façon biaisée en quelque sorte. Par exemple, en tout cas, ça influence la façon dont nous comprenons les choses en quelque sorte, où nous agissons, par exemple, où nous réagissons aux événements. La simplification de la réalité, l'illusion du savoir, la perception sélective, le conformisme, la pression psychologique, le chantage, etc., la dissonance cognitive, la prophétie autoréalisatrice, les biais de confirmation, l'effet
de primauté, l'effet de tolérance. Donc, je ne vais pas détailler ici tout ça. Vous pouvez aller télécharger l'article et vous aurez davantage d'informations, les définitions de tous ces concepts-là. Alors, je vais ici faire quelques citations. Ce ne serait pas facile, je ne peux pas mettre tous les discours des participants, donc j'ai préféré mettre ici quelques citations qui viennent du discours des participants. Par exemple, cette citation-là concernant quelques citations sur la problématique du consentement cette fois-ci. C'est-à-dire que le consentement suppose dans ce type de pratiques, est-ce que c'est toujours le cas dans ces pratiques-là, que les deux partenaires sont d'accord vraiment pour pratiquer ces types de violences? Est-ce que c'est un, lequel, etc., etc. Comment est-ce que ces problèmes de consentement se manifestent? Alors, donc, on sait par exemple qu'un des problèmes, justement, c'est la pression psychologique ou le chantage émotionnel ou socio-économique. C'est-à-dire qu'il y a parfois des cas, et beaucoup, où les hommes font pression sur les femmes pour accepter ce genre de pratiques. Ou ils ont ce fantasme parce qu'ils ont regardé souvent les films pornographiques, ils ont vu ça, ils souhaitent pratiquer avec leur amoureuse, leur femme, ou je ne sais pas quoi, et donc la personne, au début, ne veut pas. Initialement, ils font pression, soit des chantages économiques et psychologiques, souvent dans les pays parfois comme au Mozambique et au Brésil, mais un peu partout aussi, au Canada, ça existe aussi, mais davantage dans des pays en voie de développement, où il y a un déséquilibre dans les relations entre les pouvoirs économiques des hommes et des femmes, par exemple. Donc, par exemple, une citation, en ce moment même, j'ai une relation avec un homme marié. Je l'aime. En plus, c'est quelqu'un qui a une certaine aisance économique, il m'aide financièrement. Tout de suite, après le début de notre relation, il m'a fait comprendre qu'il aimait attacher ses partenaires et les fesser tout en faisant l'amour avec elle. Au début, je lui ai dit que je n'aimais pas faire ça. Il m'a dit, bah, tu m'aimes ou tu ne m'aimes pas? Tu dis que tu m'aimes beaucoup et tu ne veux pas me faire cette petite faveur. Tu ne vois pas la contradiction. Dis-moi, pourquoi devrais-je quitter ma femme pour toi si tu ne peux pas me faire cette faveur? Évidemment, j'ai cédé. Mais cela fait déjà 12 ans que ça dure. Il n'a toujours pas quitté sa femme. Malheureusement, quand on cède une fois, c'est difficile de revenir en arrière. Donc ça, c'est une jeune mozambicaine qui a dit ça, de 22 ans. Donc c'est parfois, dans des contextes, par exemple, comme au Mozambique, il y a beaucoup de ces relations qu'on appelle des relations sugar daddy. Sugar daddy, c'est souvent un homme qui a une certaine aisance économique, qui prend, souvent qui est marié, qui prend une amante, en quelque sorte, une jeune femme, souvent, elle aide matériellement à cette femme, mais en contrepartie des faveurs sexuelles. Dans ces cas-là, c'est des déséquilibres dans les relations. Et même si la personne ne veut pas, il y a souvent des pressions pour que la personne accepte, par exemple, avoir des relations sexuelles sans préservatif, à faire de pratiquer des actes sadomasochistes. Comme souvent les gens sont dans des situations difficiles, ils sont obligés d'accepter. On peut dire que pourquoi la femme n'a pas refusé, pourquoi elle n'a pas les quitté. C'est très facile de dire ça, mais quand les gens sont dans des difficultés, parfois ils ont du mal à avoir de quoi manger, vous voyez bien que on ne peut pas critiquer quelqu'un de vouloir survivre en quelque sorte. Hein? En quelque sorte. Donc voilà, c'est des situations parfois qui certains hommes en profitent en quelque sorte pour faire du chantage, pour obtenir ce genre de pratiques. Un autre problème, par exemple, un autre qui peut illustrer la question du consentement, c'est une façon de résoudre la dissonance cognitive associée au fait de consentir malgré soi, c'est-à-dire de faire des pratiques qu'on n'aime pas. Hein. Alors, dissonance cognitive, c'est quand on a cette espèce il y a une espèce de malaise qui vient du fait que je suis obligé de faire quelque chose, je fais quelque chose que je ne veux pas le faire, qui est contre mes principes, contre mon désir, mais je le fais quand même, et donc j'essaye un petit peu de trouver une justification de mauvaise foi qui puisse me rassurer en quelque sorte. Hein? Mais j'explique davantage dans l'article qu'est-ce que c'est que la dissonance cognitive, mais c'est par exemple, on trouve par exemple des consolations du genre quand on aime, on châtie bien. Hein? Le fait, ça c'est un journal canadien par exemple. Moi je ne voulais pas le faire, mais bon,
ben, il y a mon conjoint ou mon partenaire qui m'a un petit peu poussé à le faire. Donc voilà, je finis pour l'accepter. Donc, quand on aime, on châtie bien. On prend ça pour de l'amour, en quelque sorte. L'amour, c'est aussi accepter de souffrir pour la personne qu'on aime. Par exemple, ça, ce sont des justifications un petit peu de ce sort. Dans une relation, c'est donnant, donnant. Par exemple, des choses comme ça. Les billets de confirmation. Alors, les billets de confirmation, c'est lorsqu'il y a une tendance de certaines personnes, notamment certains hommes, de penser que les femmes aiment ça. Donc, lorsqu'on a obtenu que les femmes, en réalité, ne voulaient pas, mais qu'elle a accepté parce que vous nous faire plaisir, ou parce qu'elle a peur de se faire larguer, ou parce que je ne sais pas quoi. Donc, le fait que cette personne accepte, et parfois le fait que cette personne fasse semblant qu'elle a du plaisir en faisant cela, ça nous confirme que c'est bien de faire cela. Ça sert de confirmation, et souvent c'est ça qui joue dans le fait qu'on perpétue à pratiquer des choses de ce genre, en quelque sorte. C'est ça qu'on appelle des biais de confirmation. Moi, je n'ai jamais forcé, voilà quelqu'un qui évoque, par exemple, des biais de confirmation. Moi, je n'ai jamais forcé mes partenaires à faire ceci ou à faire cela. Je propose, parce que généralement, un homme doit prendre l'initiative. C'est vrai que parfois, je m'emploie, avant que les réticences en rassurant ma partenaire, que je sache essayer de comprendre que quelqu'un, ce n'est pas un crime. Après, moi, je vois bien qu'elles acceptent de leur propre décision, qu'elles manifestent du plaisir, et bien, je me dis, tout va bien, tout va bien. Alors, ça, c'est un homme qui a dit ça. Il y a, par exemple, des femmes qui m'ont aussi dit et probablement, ce jeune homme-là n'est pas conscient de ça. Il y a aussi des femmes qui m'ont dit, par exemple, qui parfois, ils ont fait ça parce qu'ils ont subi une pression de leur partenaire masculin. Et ensuite, ils ont fait semblant d'avoir le plaisir pour faire en sorte, en quelque sorte, que le partenaire puisse finir au plus vite, selon l'expression. J'ai voulu envie qu'il éjacule au plus vite et comme ça sera fini. Et donc, le fait de simuler en quelque sorte le plaisir, c'était le partenaire pour penser que la personne est en train vraiment de faire du plaisir, donc d'aimer ce genre de papier, alors que finalement, c'est une astuce pour faire en sorte que ça finisse au plus vite, en quelque sorte, pour que la souffrance ne dure pas longtemps de la part de ces femmes-là. Donc, j'ai eu des discours de ce genre, par exemple. La prophétie autoréalisatrice. Alors là, la prophétie autoréalisatrice, c'est un concept en psychologie sociale et en sociologie. Et ça aussi, vous allez voir la définition dans l'article plus long, mais c'est un exemple de prophétie autoréalisatrice. C'est lorsqu'on pense que quelque chose est inévitable. On s'est mis dans la tête quelque chose qui est inévitable, et donc on ne fait pas l'effort pour l'éviter, parce qu'on a pensé que c'était inévitable. Si on pense, par exemple, que de toute façon, si j'essaie d'arrêter de fumer, je vais échouer, ben on finit par échouer parce qu'on a pensé qu'on va échouer. C'est-à-dire, on a fait la prophétie qu'on ne va pas réussir, et cette prophétie se réalise puisqu'on a déjà, on ne fait pas des efforts pour réussir. C'est ça la prophétie autoréalisatrice, si on l'explique de façon simple. Voici un exemple. De toute façon, tu vas résister jusqu'à quand? Les garçons sont en demande de ça. De plus en plus de filles acceptent de faire ça parce que si tu refuses, il y a toujours une qui acceptera. À un moment ou à un autre, soit parce qu'on est amoureuse, soit parce qu'on a peur de se faire laguer, on finit pour accepter. Voilà, c'est ça un exemple de psychologie, de prophétie autoréalisatrice. J'ai résumé la question de la normalisation de ces pratiques en faisant ce schéma-là. Ce schéma-là, en gros, indique, vous allez le regarder de plus près quand vous allez voir la diapo. Quand vous allez télécharger la diapo, je vous rappelle que vous allez dans le descriptif de cette vidéo et vous allez trouver un lien pour télécharger la diapo. En gros, ce schéma-là, ce qui montre, c'est qu'il y a des facteurs qui affectent davantage les hommes dans la normalisation, dans l'adoption et la normalisation des pratiques sadomasochistes. Il y a des facteurs qui affectent les femmes. Donc, ces facteurs-là qui affectent les hommes, et affectent aussi les femmes de façon indirecte. Et les facteurs qui affectent directement les femmes qui affectent les hommes de façon indirecte. Donc, je ne vais pas trop m'attarder là-dessus. Vous allez... Et enfin, j'ai ici un tableau qui résume en quelque chose la problématique liée au consentement concernant ces pratiques-là. Eh bien, du côté, sur cette partie du carré vert ici, vous avez, par exemple,
une toute petite minorité de ces pratiques-là, des gens qui pratiquent des actes de sadomasochisme inspirés par la pornographie, en consentement mutuel, situation claire de consentement entre deux partenaires. Les deux partenaires sont vraiment d'accord pour les pratiquer sans pression, c'est quoi que ce soit. Les deux partenaires sont satisfaits. Quand ils pratiquent, ils sont satisfaits. C'est des cas minoritaires, mais ça existe. Hein? Les hommes et les femmes. Alors, je dois dire que ça, la recherche, ça concernait uniquement les partenaires hétérosexuels, les gens hétérosexuels. Donc, on n'a pas eu le cas où on a interviewé des cas, des gens qui ont parlé dans ces cas-là des cas. Donc, voilà. C'est pour ça qu'on n'a pas, je parle ici homme-femme, c'est dans ce sens-là. Ce n'est pas parce que je considère que ces relations concernent qui les hommes et les femmes, non. C'est parce qu'ici, on a fait le choix de traiter qui les cas hétérosexuels. C'est des choix. Quand on fait de la recherche, parfois, pour simplicité, on fait certains choix. Et donc, le cas réserve, si une minorité, c'est pour ça que j'ai fait un carré un petit peu plus petit, parce que c'est vraiment de la minorité où les deux partenaires sont d'accord, les deux partenaires sont satisfaits. Ensuite, nous avons aussi une autre minorité, ici, le carré rouge. Et c'est la minorité où il y a clairement des cas de non-consentement. Hein? Contrairement au vert, où c'est des cas vraiment de consentement, là, c'est le cas de non-consentement clairement. Et comme il y a non-consentement, c'est des délits ou des crimes dans la plupart des pays en tout cas. Ça dépend du système judiciaire du pays, mais dans la plupart des pays, c'est un crime de forcer quelqu'un à un acte sexuel qu'il ne veut pas. Donc, c'est par exemple un des partenaires qui force l'autre, l'usage de la force physique ou menace, un des partenaires qui tire profit de l'incapacité physique, verbale ou l'inconscience de l'autre partenaire pour l'amener à pratiquer ce genre de pratique. Alors, ça, c'est dans les cas, par exemple, où un partenaire est intoxiqué ou alcoolisé, ou n'a pas la conscience de ce qu'il fait, a perdu conscience, n'est pas capable de dire non, en quelque sorte. N'est pas capable de s'exprimer verbalement ou physiquement. Donc, même si la personne ne résiste pas ou ne dit rien, ce n'est pas pour autant un consentement, parce que la personne n'est pas en mesure de consentir. Par ailleurs, il y a de nos jours ces drogues, comme par exemple ce qu'on appelle les drogues des violeurs. Je ne dirai pas le nom de ces drogues parce que je ne vais pas en faire la publicité, mais il y a beaucoup de cas, par exemple, de gens qui mettent des substances chimiques dans la boisson, de l'eau de certaines personnes pour que la personne soit un petit peu, disons, incapacité de dire non ou que la personne soit, disons, désinhibée et ensuite pour l'amener à de certaines pratiques. Il paraît que ça se développe ce phénomène de plus en plus. D'ailleurs, c'est une occasion de dire aux gens de faire attention à ces phénomènes-là dans les bars, dans les discothèques ou dans les soirées, ça existe de plus en plus. Les deux partenaires ont dit oui pour la relation sexuelle, mais un d'eux a uniquement dit oui à la relation sexuelle et non nécessairement aux actes de violence. Alors ça, ce sont des cas qui, de plus en plus, la justice commence à prendre conscience de ça. Ils seront criminalisés. Alors, par exemple, c'est des cas où une personne accepte, une personne dit que j'ai envie d'avoir, dit oui, elle est consentante pour avoir une relation sexuelle, mais n'a pas donné de consentement pour avoir une relation sexuelle sans préservatif, par exemple. Et donc, pour certains hommes, ils commencent la relation sexuelle et au milieu de l'acte, sans que l'autre partenaire, notamment dans ce cas-là, la femme, par exemple, je parle encore une fois dans le cadre hétérosexuel, ça ne veut dire pas que dans le cadre homosexuel, ça n'existe pas, c'est juste pour faire simple. Et donc, retire le préservatif et continue la relation sans préservatif, alors que l'autre ne s'est pas aperçu que l'autre a retiré le préservatif. Donc, la personne était consentante pour la relation sexuelle, mais il était consentante pour une relation sexuelle avec préservatif, pas sans préservatif. Et donc là, il y a manifestement un délit et de plus en plus de pays maintenant commencent à considérer ça comme étant un viol. Et dans ce cas, ramenons ça à ce cas de sa pratique, c'est-à-dire les personnes peuvent être consentantes pour un acte sexuel normal, entre guillemets, mais au cours de l'acte, l'autre partenaire peut ensuite
commencer à se montrer violent ou utiliser, à adopter des pratiques qui sont celles du sadomasochisme. Alors, dans ces cas-là, aussi, c'est un délit puisque la personne, certes, a accepté pour un acte sexuel, mais n'a pas accepté explicitement pour un acte violent, en quelque sorte. Donc ça, dans les deux cas, dans le cadre vert, dans le cadre rouge, c'est des cas rares. Dans l'échantillon que j'ai étudié, c'est des cas rares. La plupart des cas se trouvent ici, là, au milieu. C'est ce que j'appelle la zone grise. Il y a la zone verte, il y a la zone rouge, il y a la zone grise. Et la zone grise, c'est une zone où il y a consentement. La personne dit oui. Mais c'est un consentement problématique. C'est un consentement problématique. Pourquoi? Parce que la personne dit oui, accepte par amour. Donc, voilà, je l'aime. On a tous cette expérience. Hein. On a été amoureux, notamment à cette époque-là de l'adolescence. Les passions, les sentiments souvent sont très forts. Et ben, quand on est aussi amoureux, passionné, on est prêt à tout pour l'autre, en quelque sorte. Hein. C'est presque, j'ai envie de dire que c'est presque irréaliste de laisser ça uniquement dans la main de la personne amoureuse, parce que la personne amoureuse est presque difficilement dans la situation de dire non, en quelque sorte. Et on ne peut pas les vouloir, ça fait partie de la passion, on est amené en quelque sorte par des sentiments très forts qui nous amènent souvent à faire des choses qui normalement on ne voulait pas le faire, etc., etc. Alors, ça a à voir avec les hormones, ça a à voir avec beaucoup d'autres facteurs psychosociaux, avec des facteurs culturels, etc. aussi. Hein. Et donc ça, j'ai fait une vidéo sur l'amour, comme je vous ai dit, la première, donc il y a des aspects hormonaux, chimiques qui sont liés parfois à ce genre de comportement. Donc la personne dit oui par amour, oui par crainte de se faire larguer. Alors il y a beaucoup de situations comme ça. La personne dit oui, parce que si j'ai dit non, la personne, bon, pour me prendre une autre, me tromper, ou prendre une autre, ou des choses comme ça. Alors, la crainte de se faire larguer, il y a par exemple une participante qui m'a dit, j'étais dans une relation avec quelqu'un que j'aimais, c'est une adolescente qui avait 17 ans à peu près à l'époque des faits. Je me disais que j'étais tellement amoureuse de cette personne-là m'a demandé de faire ça, j'ai refusé. La personne m'a largué, m'a trompé avec une autre, elle n'a plus voulu de moi. Ça m'a tellement mis dans une situation de détresse, tellement dans une situation de détresse, après, quand j'ai trouvé quand je suis tombée amoureuse d'un autre homme, eh bien, je n'attendais même pas qu'il me demande, c'est moi qui lui demandais, j'ai anticipé en quelque sorte, c'est moi qui lui demandais de faire ça. Alors que je n'aimais pas ça, mais j'ai demandé de l'anticipation, me disant que comme ça, ça sera de ma propre initiative et je vais éviter en quelque sorte de me faire larguer à nouveau. Vous voyez, ce n'est pas des choses faciles. Hein. Je vais vous dire une chose. C'est ce qu'on appelle des dilemmes. Et malheureusement, dans la vie sociale, dans les relations sociales, dans les relations avec les autres, on est souvent confronté à des dilemmes. C'est quoi un dilemme? Un dilemme, c'est quand, quel que soit le choix qu'on puisse faire, si on a deux choix à faire, quel que soit le choix qu'on puisse faire, dire oui ou dire non, on perd des deux côtés. Donc, qu'est-ce qu'on va choisir? Alors, ce qu'on fait en général, c'est qu'on choisit la solution qui, sur le moment, semble la moins pénible en quelque sorte. Puisque de toute façon, on perd de deux côtés, on choisit la solution qui est celle qui est moins pénible sur le moment. Si j'ai dit non, j'ai cours le risque que mon partenaire soit fâché, qu'il me largue, qu'il boude, si je dépends de lui financièrement, que je n'aille pas l'argent, que je ne sais pas, toutes sortes de choses. Donc, même si le fait de dire oui, ça peut avoir des conséquences plus tard, mais là, je vais éviter d'être dans la détresse au moment exact. Et c'est ça que ça se passe, souvent. Vous voyez, dans le cas des dilemmes. Alors, qu'est-ce que sont les conséquences à long terme? C'est-à-dire qu'une fois qu'on a dit oui, c'est difficile à revenir en arrière. Elle a dit, souvenez-vous de la situation tout à l'heure.
Cette jeune fille a dit, j'ai dit oui une fois, c'est difficile de revenir en arrière. Donc, comment on sait que ce genre de pratiques, ce sont des pratiques qui souvent on commet soft, mais ça pousse toujours plus loin dans la violence. Donc, le risque, c'est qu'on va de plus en plus dans la violence et donc on souffre de plus en plus. Si en tout cas, dans la situation où on n'a pas envie de faire ce genre de choses, par exemple. Ce sont des dilemmes, et ces dilemmes ne concernent pas seulement la question de la sexualité. Les dilemmes, ce sont des dilemmes que tout un chacun a dans sa vie quotidienne. Mettez-vous dans votre propre expérience. Hein? Combien de fois on dit oui à nos collègues qui nous demandent quelque chose, à nos parents, à nos frères, alors qu'on n'a pas envie. Parce qu'on n'a pas envie on n'a pas envie de faire en sorte qu'ils soient déçus de nous. On n'a pas le courage de le dire, ou parfois parce qu'on craint des représailles ou des conséquences. Hein? Alors, il faut imaginer quand il y a des sentiments, quand il y a de l'émotion, quand il y a de l'amour, quand il y a de la passion, c'est très difficile à dire non. Alors, souvent, les gens disent, mais pourquoi la personne n'a pas dit non? La personne, oui, ça veut dire qu'elle a choisi, etc. Ce n'est pas aussi simple que ça. Ce n'est pas aussi simple que ça, surtout quand il s'agit où les sentiments, les émotions, les passions sont en cours. Donc, laisser ça de la part de celui qui n'est pas en vie, c'est pas réaliste. Et c'est pour ça souvent que certaines personnes disent qu'en fait, il faut sensibiliser les gens pour qu'ils savent que c'est difficile à dire non, souvent, et essayer quand même de s'assurer vraiment que la personne a vraiment envie. Hein? Vraiment s'assurer par toutes sortes d'astuces, voir la fluidité quand la personne s'engage dans le comportement, voir ses paroles, ce langage corporel, pour voir est-ce que la personne fait par obligation ou par peur de se faire larguer ou par peur des conséquences ou pas. Parce que c'est ça, dans la personne, souvent, quand il y a des déséquilibres, surtout dans la relation, ce n'est pas réaliste. Je continue donc. Proposer une pratique sadomasochistique par anticipation, c'est le cas par exemple de cette jeune fille que j'ai racontée, qui elle s'est fait larguer une fois quand elle a refusé, ensuite après c'est elle qui a anticipé en quelque sorte. Ces questions-là d'anticipation, je les trouvais beaucoup dans le discours, notamment des femmes. De dire écoute, moi cette anticipation, parfois certaines femmes pensent qu'il a encore ses limites en quelque sorte, et que le fait de proposer ça à leur partenaire masculin, c'est montrer qu'on est une femme libérée. Je trouvais aussi beaucoup ça au Mozambique et au Brésil, il y a beaucoup de désinformation en quelque sorte. Donc, il faut, quand une femme refuse ça, on dit que tu es coincée, tu es vieillotte, tu es femme traditionnelle. Donc, une femme moderne, c'est une femme qui accepte ce genre de pratiques. Ce n'est pas vrai. Ce n'est pas du tout réaliste, ce n'est pas vrai du tout. Mais il y a cette idée parfois qui contamine aussi les jeunes femmes, parfois, qui se disent, bon, je vais faire moderne, peut-être qu'il va m'aimer plus, va me considérer que je ne suis pas une pensée. Donc, par anticipation, on propose alors que c'est des choses qu'on n'aime pas. Oui, avec espoir ou conscience au nom d'une contrepartie, oui, comme résultat d'une manipulation au chantage, le chantage affectif, économique, on l'a vu aussi. Donc voilà, la question du consentement est très difficile parce que, comme vous voyez ici, les cas où les gens, tout le monde est d'accord, le cas vraiment des délits sont des cas assez rares. La problématique du consentement, c'est là où on se concentre la plupart des cas de ces pratiques-là. Et que c'est très difficile parce que ce n'est pas des gens, vous n'allez pas les chiffrer sur l'amour, sur l'émotion, sur la nécessité de survie quand on est dans une situation de détresse et qu'on a besoin de soutien de son partenaire, etc., etc. Vous ne pouvez pas les chiffrer sur ça. Vous ne pouvez pas criminaliser tout ça. Et c'est très difficile, ça. Ce sont des questions très difficiles. Il y a des techniques qui nous autres psychologues enseignons à peu près quand on fait des programmes éducatifs ou préventifs, d'inculquer les gens pour essayer de dépasser ces phénomènes-là des deux côtés des partenaires, mais ce sont des questions très difficiles. Voilà, je vais un petit peu de poésie. Le sujet est un petit peu triste, donc je vais terminer par une petite poésie. Et donc, il s'agit d'une chanson. En fait, c'est une chanson de Paulo Flores et Manekas Costa. Paulo Flores, c'est un chanteur d'Angola, en Afrique, et Manekas Costa, c'est un chanteur de Guinée-Bissau. Alors, la Guinée-Bissau, l'Angola, le Mozambique, le Cap-Vert, le Saint-Thomé et Príncipe, ce sont
des pays africains, des colonies, anciennes colonies portugaises, donc on parle portugais. Donc la chanson, elle est, j'ai traduit donc du portugais. C'est une chanson, si vous téléchargez le diaporama, vous avez ici le titre original de la chanson et vous pouvez chercher sur YouTube ou peut-être vous trouvez la chanson, peut-être. Moi, je pense que c'est une très belle chanson. Alors, la traduction, je l'ai traduite du portugais vers le français, mais ma traduction n'est pas très approximative. Est très approximative. Et le titre que j'ai donné à la chanson n'est pas le vrai titre non plus. J'ai appelé la chanson Femme d'Afrique, mais le titre original n'est pas Femme d'Afrique, vous avez le titre original. Et donc, je vous lis donc la traduction de cette chanson. Chica feia d'Angola, femme traditionnelle. Chica feia d'Angola, femme traditionnelle. N'a jamais fait la manche. Pourquoi? Parce que ça ne lui ressemble pas. Elle a la force pour travailler. Courageux est son cœur. Lave le linge, repasse. Sujette à l'esclavage. Chica a des tics qui détoquent, des cheveux frisés, tant des maris, tous diaboliques. Elle est fameuse, dépoussiérée, accueillante de la nuit, savoureuse comme le maïs, audacieuse aussi. Les 1000 avortements eus en 10 long. La concernant, les prévisions sont tombées à l'envers. Une vie qu'elle n'a pas choisie. Très souvent frappée, si habituée, elle se presse d'oublier. Au fond, elle espère toujours. Elle a confiance encore dans la grâce du Seigneur. Ça vaut la peine, résoudre à y croire. Autrefois resplendissante avant qu'on fasse d'elle une pute. Oh, la vie de cette femme. Elle est d'Angola, elle est de Guinée-Bissau, elle est de Cap-Vert, elle est de Saint-Thomé, elle est de Mozambique. C'est la femme d'Afrique. Voilà, j'ai terminé. J'ai terminé ici sur cette vidéo. Je vais donc arrêter le partage de diaporama pour vous dire que voilà, j'ai terminé donc le deuxième numéro de ma série de vulgarisation scientifique que j'ai intitulé 10 milliards de poussières. J'espère revenir aussi pour un troisième numéro très prochainement. Je vais vous laisser dans ma langue maternelle, le portugais, en vous disant muito obrigado, até a próxima. Obrigado, estamos juntos. Tchau.